Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci de toujours nous suivre à travers nos émissions de Canal Algérie. En particulier votre émission Bonjour d'Algérie, tous les matins pour vous accompagner jusqu'à 10 h du matin. Nous aurons le plaisir, on vous dit qu'aujourd'hui on est le 10 juin. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Ahmed Grigarsen dans un tout petit moment. Lui qui nous parle à chaque fois, qui revient à travers l'histoire, à travers aussi des personnages et des personnalités qui nous ont marqués, à travers sa rubrique Les savants algériens. Aujourd'hui, il s'arrête, il fait un pas sur l'histoire. Retour en arrière sur cette date, triste date du 7 juin 1962, l'incendie de la bibliothèque universitaire d'Alger. Donc on rappelle que c'est un crime culturel, un crime perpétré par le colonisateur français et surtout par l'OAS. Nous y reviendrons à travers aussi cette date historique et surtout un homme qui a relevé le défi pour essayer de récupérer ses livres et surtout ses archives au niveau de la bibliothèque universitaire. Il s'agit de Mahmoud Bouayed. Il lui rendra hommage à travers ce passage. Et nous aurons aussi Hamid Belkacem dans l'émission. Aujourd'hui, on parlera environnement avec aussi son invité, Mehdi Mouloudi, qui est un technicien qui nous parle de ce qu'ils ont fait, réalisé pour permettre au personnel soignant d'avoir des respirateurs à disposition. Il sera là pour nous permettre de parler de ces efforts qui ont été consentis par de nombreux jeunes aujourd'hui qui ont relevé le défi. On parlera environnement, on parlera aussi de ces plages qui ont aussi subi des désagréments à cause de pollution et surtout de malhonnêteté, de mauvais comportements inciviques bien sûr de la population qui déverse des déchets au niveau des plages. On prendra comme exemple la plage de Ténès, il sera là pour nous en parler. Hamid Belkacem reviendra aussi par téléphone. Vous le savez, c'est la saison estivale, il commence à faire chaud, plein de moustiques en ce moment et en particulier le moustique tigre. Eh bien, il faut savoir qu'il y en a encore aujourd'hui. Comment éradiquer ces foyers? Comment faire face si vous êtes piqué? En tout cas, on aura un épidémiologiste par téléphone tout à l'heure pour nous donner quelques conseils. Et puis on aura aussi le plaisir de faire aussi une halte à travers l'histoire et aussi on reçoit un auteur qui a consacré toute sa vie à l'enseignement. Il était bien sûr là à l'indépendance de l'Algérie, qui a relevé le défi comme bon nombre aussi d'Algériens, des enfants de l'Algérie qui ont consacré bien sûr toute une vie à l'enseignement, surtout au savoir. Et bien lui a consacré sa vie, 34 ans dans l'enseignement, et il a décidé aujourd'hui d'écrire ses mémoires et raconter ce qu'il a vécu à travers bien sûr son parcours et surtout sa vie d'enfant et ce que le peuple algérien a subi durant la colonisation, en particulier dans son village. Il raconte son village, il raconte son amour pour son village, Al-Qsor, dans la région de Béjaïa. Tout à l'heure, on aura le plaisir de découvrir son ouvrage, Le dilemme de l'étranger, écrit par Mahmoud Barka. Il sera parmi nous tout à l'heure. Et puis, on terminera l'émission avec aussi une page santé. Vous avez pu suivre nos émissions à travers Bonjour d'Algérie. On a parlé, bien entendu, aussi plusieurs fois de thyroïde. Une campagne sera menée ces jours-ci avec notre invité, professeur Aïcha Bouzid, qui sera sur notre plateau pour nous donner des conseils concernant cette pathologie, la thyroïde, le dérèglement de certaines thyroïdes. Ça dépend des cas. On verra tout avec elle et on en parlera. On parlera bien sûr de cette campagne. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester bien attentifs jusqu'à 10 h du matin. Restez en tout cas avec nous. On va commencer tout de suite. On va parler environnement et on va recevoir dans un tout petit moment Hamid Belkacem. Mais avant, je vous invite à voir ce reportage. C'est un passionné qui, lui, a eu cette chance de rencontrer des dauphins et c'est lui-même qui a immortalisé ce passage des dauphins du côté de Baïnem. Et bien sûr, à travers sa passion, lui, il est passionné de mer, passionné aussi de plongée. Il répond aux questions de Sarah Drbel. Des dauphins tout près de la côte. Depuis quelques semaines, ces vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, voir ces belles créatures sur la côte méditerranéenne est un cadeau que la nature offre aux chanceux. Ces images, c'est à lui qu'on les doit. Ce jeune pêcheur, grand amoureux de la mer et des océans, a décidé de nous faire découvrir ces cétacés dont la présence en cette période de l'année n'est pas aussi rare que l'on pourrait le croire. La passion, c'est bien la mer, la pêche, le sport aquatique, la plongée, la planche à voile, tout ce qui est mer. J'ai les appareils toujours à jour في يدي
n'importe quel mouvement, n'importe quel geste ou là, j'enregistre avec le moment, avec des fois, c'est rien, mais c'est un moment unique dans son genre. On a des espaces, les balaks, moi je vois غير في la télé, que راهم حاضرين معنا هنايا في باينة, c'est juste à côté de هنايا, que ce soit des dauphins, que ce soit des tortues, que ce soit des baleines, que ce soit des cachalots, que ce soit des... Je ne peux pas citer les espèces les كاينين. Alors لازم préserver هاد la richesse تاعنا هذه pour la garder pour les générations futures inchallah. Un amour inconditionnel pour la grande bleue que ce jeune papa veut transmettre à son fils. Voilà, ماذا بينا احنا هاد لا باسيون اللي راهي عندنا ديناها مع لا جينيراسيون تاعنا. C'est bien nos parents, nos voisins الكبار كذا مدوا لنا هاد لا باسيون. On aimerait bien زيدو نترانسميتيوها la génération future. À travers les vidéos qu'on est en train de filmer, des espèces, même pour les scientifiques, on est en train de les aider. Des groupes de dauphins sont présents sur nos côtes. Une présence rendue plus visible cette année grâce notamment à un trafic maritime moins dense, une eau de meilleure qualité et des plages beaucoup moins fréquentées, voire désertes. La présence de dauphins et de mammifères marins est tout à fait normale le long de la côte algérienne, surtout les espèces qu'on a observées sur les vidéos. La vidéo qui a été diffusée dernièrement, notamment, c'était le dauphin commun, Delphinus delphis. Et sa présence en groupe important est un phénomène connu en Méditerranée et surtout dans la rive sud de la Méditerranée. Ces mammifères marins qui ont donc trouvé un terrain de jeu plus libre, moins concurrencé par les humains, offrent actuellement un spectacle inédit aux passionnés comme Samir, qui n'en rate pas une miette. Un véritable régal pour les yeux et une note de grâce plus que bienvenue en cette période particulière que vivent les Algériens. Voilà, une dédicace particulière à notre ami Hamid Belkacem. Ces images, c'est pour vous, Hamid. Eh ben merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comment ça va? Très bien, merci. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière, ces fameuses images de dauphins. On a rencontré ce passionné et qui nous a livré ces belles images. Et il en fait un petit peu, hein. Je veux dire, il sort tout le temps en mer, on le voit, ça, avec sa petite famille, et il a une barque. Et c'est juste pour dire que quand on respecte la mer, quand on le voit, elle nous rend des journées très, très agréables. Inoubliables. Inoubliables, encore faut-il savoir la préserver, cette mer. Hein. Exactement. Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec un invité qui a beaucoup travaillé. D'ailleurs, on n'avait pas le temps de le recevoir. Il était dans l'ombre. Mehdi Mouloudji, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes technicien de pièces en 3 dimensions, c'est cela? Je suis plutôt concepteur. Concepteur, vous êtes designer, vous avez fait des études de design. Exactement, oui. Et vous êtes pratiquement à l'origine de ces fameux embouts adaptateurs qui ont été d'un secours extraordinaire au niveau des hôpitaux pour adapter des fameux masques pour les respirateurs au niveau des hôpitaux. Voilà. C'est ça, bravo en tout cas. Avec Hamid, on en avait parlé, vous n'étiez pas là, vous étiez très occupé. On a fait l'éloge, bien sûr, de tous ces efforts qui ont été consentis par tous les jeunes qui ont eu de brillantes idées. Et là, aujourd'hui, on vous reçoit pour vous féliciter, vous rendre hommage. Je vous remercie encore, mais sachez que je ne serais jamais arrivé tout seul. Hein. Nous avons été Il y a eu plusieurs personnes, je ne peux pas les citer Kamel, mais aussi je peux remercier Hamid. Vous avez fait un effort, justement, ce qui est formidable, c'est ça. C'est un gros maillon. C'est vrai qu'il y a une chaîne de solidarité, mais c'est un gros maillon. Pourquoi? La spécificité algérienne, contrairement en Europe, il y avait une seule marque qui commence par D, que nous n'allons pas citer, qui a repris un fichier STL, c'est comme ça que disent les designers, n'est-ce pas, Mehdi? Fichier STL. Il a été mis en ligne par une entreprise italienne. Et donc, tous ceux qui avaient des imprimantes 3D, on peut imprimer en série cette valve. On dit Charlotte en Europe et chez nous, c'est Messaouda. D'accord? Et en Algérie, la difficulté, c'est qu'il y a un peu plus de 7 à 8 types de masques différents, beaucoup de respiratoires et de systèmes de respiration au niveau des hôpitaux. Et donc, il fallait concevoir et fabriquer
autant de valves qui sont au nombre d'une quinzaine. Oui, oui. Nous avons tellement de modèles ici en Algérie. Et voilà, d'où la difficulté. Et donc, s'adapter. Il fallait s'adapter et surtout parer à l'urgence, hein, parce que c'était vraiment urgent. Exactement. Donc là, peut-être vous pouvez respirer, hein, parce que c'est le mot qu'il faut. Mais au départ, on était pris de panique, on était pris par le nombre donc, de cas et surtout l'urgence. Parer bien sûr à cette urgence. Vous savez, les masques ont été distribués dans 34 wilayas. Et quand vous avez quelqu'un qui vous appelle de Borj Barerij ou de Tlemcen ou de Gherdaya ou de Lawat ou de Rsal El-Hiran qui vous dit « Oui, j'ai un masque, mais la valve, j'ai pas de valve. » Mais quelle valve? Quelle valve? Il y en a une quinzaine. Donc vous prenez en photo sur l'un des réseaux sociaux, vous envoyez. Et Mehdi n'était jamais sur les plateaux de télé. Il était dans les ateliers, toujours à travailler très tard le soir. Il dormait pas. Spécialiste. Hein, aujourd'hui, il s'est endormi hier en fait très tôt pour pouvoir être là. Parce qu'en général, il travaille le soir. D'accord. Et très honnêtement, c'est très difficile de répondre dans l'urgence. Il n'y a pas de planification c'est pas une usine, c'est de l'atelier. Il travaille chez lui, dans son garage, où il a installé des imprimantes, son PC, et des nuits blanches à essayer de trouver des solutions à quelque chose qu'on ne voit pas, qui est parfois à 2000 km d'Alger. En tout cas, vous avez énormément rendu service, puisque vous avez parcouru plusieurs wilayas, donc, et surtout répondu à l'appel des réanimateurs. Aujourd'hui, on peut réellement respirer. Ça a commencé Blida d'abord, ensuite Alger, et ça s'est un petit peu étalé. Tipaza. En fait, c'est là où il y avait les foyers. Et donc, c'était d'abord Blida et Alger, ensuite Tipaza, Borj Barerij, Stif, Tizi Ouzou. On s'est retrouvés entre Ain Saleh et Tamanrasset, Adrar, Bachar, Beni Abbas, le roi, Sabhiran, l'Oued, Biskra et tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette formidable chaîne de solidarité a été très active. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, mais qui ont servi de relais. On a déposé des masques à Chlef pour l'hôpital de Saïda. On a déposé des masques à Teni Telhet pour les hôpitaux de Tiaret et même à Mascara pour les hôpitaux de Tlemcen, et ainsi de suite. Et comment est-ce que vous avez donc réagi une fois que vous avez donc rencontré les bonnes personnes qui vous ont dit, voilà, on veut avoir ce genre de prototype? Ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. On a commencé avec le modèle italien. On a commencé à faire des modifications dessus. Comment est-ce que vous avez eu l'idée déjà? Vous l'avez trouvé sur Internet ou vous vous êtes dit pourquoi pas essayer? On était vraiment présents. On n'a pas arrêté de suivre et de voir ce qui se passait bien sûr à l'étranger parce que c'est là où ça a commencé. Et nous avons commencé à se préparer. Et dès que nous avons entendu le premier cas, c'était... Tout de suite. Tout de suite, voilà. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Mehdi est plongeur. Dans le domaine de la plongée, voilà. J'allais dire très gentiment, on parle peu, c'est le monde du silence, mais on se connaît. Le feeling est vite passé. Lui est très réactif. D'accord. Et encore une fois, la difficulté, c'était... Il n'y avait pas de structure spécialisée pour cela, et donc il fallait trouver des fentes, trouver des imprimantes. Il y en avait une à qui il fallait adapter des pièces, mais surtout la plus grande difficulté, quand on a lancé des appels, il y a des bienfaiteurs, il y a beaucoup de Mohsinines en Algérie, et Dieu merci, on les salue. Il y en a beaucoup qui veulent rester dans l'ombre, d'accord, qui ont acheté des masques, mais ils ont aidé ce qu'ils ont trouvé sur le marché. Et c'était très disparate. On n'a jamais eu un gros lot de masques. Au début, c'était 2 masques A, 3 masques B et tout. Et pour chaque masque, il fallait faire le design qui prend des heures. Sur PC, c'était le designer. Sans designer, et très honnêtement, sans Mehdi, on n'aurait jamais pu arriver à fabriquer autant de valves pour autant de masques différents. Et juste un chiffre. Le premier jour de l'Aïd, dans un seul service qui est quand même assez important, c'est le service de réanimation du centre Covid du CHU François Fanon de Blida. Le premier jour de l'Aïd al-Fitr, le service de réa a fêté le 100e patient guéri grâce aux adaptateurs fabriqués par notre ami Mehdi. Dans un seul CHU, sans malade guéri. Alors, Mehdi, quand vous voyez tous ces résultats, ça vous a encouragé à continuer, d'aller de l'avant. Voilà.
me sentir utile aussi, ça m'a vraiment... Oui. J'ai retrouvé ma motivation et croyez-moi... Aujourd'hui, je pense que vous vous êtes plus consacré vers le design médical peut-être? Voilà, oui. Parce qu'en ce moment, pour l'instant, c'est le seul domaine où je peux travailler en ce moment. Et je sais que ça va reprendre petit à petit. On pourra travailler sur plusieurs projets, dans par exemple la prothèse. Ça a été un exemple pour vous de pouvoir voir jusqu'où pouvait aller l'imagination, la créativité aussi de l'individu. Pas de limite. Voilà. Et surtout quand on veut arriver, quand on y croit, on y arrive. On y arrive, oui, exactement. Voilà. Et vous vous êtes lancé un autre défi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une main bionique, c'est cela? Voilà, oui. On est en train de travailler sur ça, sur cette main. C'est une prothèse, tout simplement. Oui. Les Baichar, on n'aura pas à l'utiliser, mais ça sauve quand même les personnes qui ont été amputées d'une main. Ça peut aussi les aider à continuer aussi à utiliser tant bien que mal. Voilà. Bien sûr, c'est en cours, hein, donc c'est une main qui a été donc premier prototype. Il va y avoir encore des améliorations. Elle va être mécanique. Voilà. Oui. Donc vous y travaillez. Voilà. Ça y est. Exactement. Il travaille, en fait, il est assez modeste, hein, je l'ai dit. Oui, il parle pas beaucoup, c'est pour ça qu'on le pousse à... Mehdi est au chômage. Oui. Et donc, on lance un appel à tous ceux qui organisent des concours pour les start-up et tout, pour essayer de le lancer, d'où sa présence aussi aujourd'hui. Et donc, il a une petite start-up, mais aujourd'hui, l'environnement doit changer. On doit penser réellement au Made in Bledi utile. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, on doit pouvoir l'aider. S'il y a des gens qui sont à l'écoute, ils vont nous dire comment l'accompagner pour qu'il puisse répondre à la sollicitation des services. Il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances. Il a le capital, il a le savoir-faire, il est jeune, il est ambitieux et je pense que ça va, on va entendre parler de Mehdi. En tout cas, nous, on est très contents de le recevoir aujourd'hui pour l'encourager, le féliciter et montrer toutes les capacités de notre jeunesse algérienne. Alors, on va continuer aussi parce que vous êtes plongeur, vous êtes aussi très soucieux et très sensible à tout ce qui nous entoure, l'environnement et l'environnement marin, bien sûr, très important. On va lancer aussi un appel et un cri de colère, hein, parce qu'il y a eu donc une plage qui a été donc aussi polluée du côté de Ténès. C'est la plage Maïnis. C'est une magnifique plage qui subit les chocs de déversement des déchets ménagers. Et c'est quelque chose d'anormal. Il y a au sein du ministère de l'Environnement et au sein de toutes les collectivités locales, on peut le voir sur les images, des déchets ménagers, nos déchets ménagers, ils ne viennent pas de la planète Mars, hein. C'est les déchets ménagers des ménages algériens qui sont déversés sur une plage, la plage de Maïnis, c'est ce qu'on voit là. Pas loin de Ténès, dans la wilaya de Chlef. Et c'est tout simplement anormal qu'au lieu d'exploiter cet espace littoral pour créer de la richesse, on crée des problèmes parce que là, lorsqu'il y a une décharge où on voit des camions... C'est les images que vous nous avez envoyées. Exact, ce sont alors sur des rochers, sur le sable, dans l'eau, on voit des camions de l'APC ou un sous-traitant de la Beladia, de l'APC, de la commune, en train de déverser des déchets ménagers. Mais c'est toi ça. Je suis désolé, mais on interpelle officiellement la direction de l'environnement et le groupement de gendarmerie de la wilaya de Chlef pour intervenir, dresser un constat et présenter devant la justice au nom du principe du pollueur-payeur, faire arrêter ce massacre parce que nous sommes, j'allais dire, presque en pleine saison estivale et les petits bambins, ils vont aller où? Ils vont aller se baigner dans cette horreur et avoir encore plus de maladies. Alors, vous l'avez dit la semaine dernière, toutes ces personnes sont condamnables. Puis, bien sûr, il y a des enquêtes qui sont aussi menées par la gendarmerie nationale pour condamner ce genre d'incivisme de la population. Et puis, on va rester sur cela, puisque tout ça, ça provoque aussi des maladies, ça provoque aussi des foyers. C'est des foyers donc, où peuvent aussi, ça engendre des maladies et bien entendu des insectes. Alors, on va parler d'un insecte en ce moment qui fait ravage et qui fait peur. On en a entendu parler, c'était des épisodes. Le moustique tigre. Exactement, oui. Qui n'a pas été piqué et en ce moment... Il est petit, mais c'est un tigre. Hein. Exactement. Donc, avec nous, au téléphone, nous avons un épidémiologiste. C'est cela, vous nous avez mis en contact avec cet épidémiologiste. Monsieur le docteur Zober Harat, qui est directeur de recherche au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie et qui a fait de l'entomologie sa passion, la science qui étudie les insectes. Il va nous parler justement du cycle de reproduction et des conseils, dégâts. Voilà, des conseils surtout pour tous ceux qui pourraient être piqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bonjour Monsieur Harat. Oui, bonjour madame. Bienvenue parmi nous, marhaba bik.
Alors, avec Monsieur Belkacem, on parlait d'environnement, et quand on parle d'environnement, on parle aussi donc de ces foyers qui peuvent être aussi vecteurs de nombreuses pathologies et maladies, entre autres ce moustique tigre, qui peut aussi faire donc beaucoup de mal à certaines personnes. Oui, effectivement, le moustique tigre est bien installé chez nous. D'ailleurs, il a envahi quelques wilayas du littoral, et depuis maintenant 4 ou 5 ans, il ne cesse de progresser en taches d'huile, et nous avons connu bien sûr des cas de nuisances dans les grandes cités de la wilaya d'Alger, des wilayas limitrophes, et les populations se sont plaintes des nuisances et des piqûres de ce moustique, et qui sont vraiment des piqûres très désagréables. Et heureusement pour nous, en ce qui concerne les maladies transmises par le moustique tigre, il n'y a aucun cas de ces maladies, comme le chikungunya et la dengue. Tant mieux. Et effectivement, le risque est là, puisque ce moustique vecteur des arboviroses, il est présent chez nous. Donc nous sommes dans un stade d'alerte numéro 1, et il y a un réseau de surveillance de la progression de ce moustique à l'échelle des wilayas à risque. Actuellement, nous avons 12 wilayas dans lesquels on a signalé la présence de ce moustique. Alors, on rappelle justement, il pique dans la journée, il pique aussi au niveau des membres inférieurs? Effectivement, il faut bien connaître la biologie de ce moustique pour pouvoir le combattre. C'est un moustique qui est nouveau pour l'Algérie. C'est un moustique qui a une activité diurne, c'est-à-dire qu'il pique dans la journée, au crépuscule et à la tombée de la nuit. Et il a une préférence de piquer aux membres des clips, c'est-à-dire les pieds, etc. Donc c'est une activité qui commence à partir du mois de mars, et nous avons déjà pour cette année noté certaines cités dans lesquelles il y a une activité de ce moustique, comme à Alger, à Kouba et certaines localités dans lesquelles le moustique est bien implanté. Exactement. Donc certains citoyens commencent à se plaindre des nuisances de ce moustique, et avec la chaleur et avec l'humidité et les pluies et surtout ça démange énormément, et ça fait des grosses plaques rouges, et ça peut s'infecter. Oui, ça peut s'infecter. Justement, le fait de gratter les lésions, ça peut entraîner des lésions qui pourraient être des portes d'entrée de certains germes, et surtout pour les malades à risque comme ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète. Le fait d'avoir des lésions surinfectées, des blessures comme ça, peuvent être à l'origine d'infections bactériennes surajoutées assez compliquées. Voilà, il faudra nous donner donc des conseils. Quels conseils donnez-nous vous pouvez nous donner pour justement éviter l'infection quand on est piqué rapidement? Justement, d'abord, il faut éviter la prolifération de moustiques, c'est-à-dire l'élimination de tout récipient, de tout ustensile qui pourrait héberger de l'eau, qui pourrait contenir de l'eau, et également donner, être à la faveur de la pente de ce moustique. Donc, se débarrasser de tout récipient et de toute ustensile qui pourrait contenir de l'eau, et qui pourrait, ça c'est la première des actions, c'est à l'échelle individuelle. Donc, à l'échelle communale, donc il y a le bureau d'hygiène communal qui a dans ses missions la lutte, la démoustication. Quand il y a une forte nuisance et il y a une densité importante de moustiques, il y a l'intervention des bureaux d'hygiène communaux. Mais la lutte la plus importante, c'est au niveau local, individuel, c'est-à-dire chaque citoyen doit se débarrasser de toutes ses collections d'eau. Maintenant, si on est piqué, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Surtout, on ne peut pas ne pas gratter, parce que c'est des lésions très démangeaissantes, mais on peut mettre de la glace, on peut mettre un peu du vinaigre pour apaiser, pour démangeaisons. On peut mettre peut-être une certaine pommade qu'on peut se procurer au niveau de la pharmacie, des antihistaminiques. Voilà, donc aller chez son médecin si vraiment ça s'infecte. Il ne faut pas laisser, il faut faire très attention. S'il faudrait donner des antibiotiques au cas où il y a des surinfections importantes. Très bien. Mais sinon, il faut désinfecter avec les désinfectants qu'on connaît. Les désinfectants comme
l'oxygéner, etc. D'accord. Mais surtout, il faut éviter que les enfants soient piqués, que les sujets âgés soient piqués. Ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, docteur Harrat, d'avoir été parmi nous ce matin. On est un petit peu serré avec, bien sûr, toutes ces informations qu'on veut donner aux téléspectateurs. En tout cas, j'espère que tous ces conseils auraient été bien entendus. Merci beaucoup et bonne journée. C'est très gentil. Au revoir. Voilà, on a pu faire un résumé aujourd'hui de tout ce qui nous il faut juste inquiète. Dire que, voilà, il est inquiétant parce qu'il est vecteur de la dengue, du chikungunya et de Zika. Oui. Aujourd'hui, l'environnement qui n'est pas de frontières, hein, et donc il faut faire très attention. Il prolifère, y compris dans les petits bouchons des bouteilles d'eau minérale. Donc vous laissez un petit bouchon d'eau minérale traîner, il pleut, il y a de l'eau dessus, il y a un nid de chikungunya. Surtout qu'il est invisible, il est tout petit. Allez, on va se quitter, on va donner la parole à Mehdi. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à travers cette expérience que vous avez vécue? Ça a été une super expérience pour moi. Ça m'a permis de travailler, de vraiment m'exprimer, de montrer vraiment mon savoir-faire. En tout cas, j'espère que tous ceux qui vous ont vu aujourd'hui vont aussi savoir les capacités de notre jeunesse et surtout vous donner un bel emploi. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mehdi Mouloudi. Bonne chance et bon courage pour ce que vous faites, Yatek Saha. Merci à vous. Merci beaucoup, Hamid, d'être venu nous rappeler tous ces beaux gestes pour préserver notre environnement. Il faut qu'on suive la plage Maïnis de Ténès. Hein. Très bien. On va y revenir régulièrement pour voir si Solotat al-Mahaliya ont fait leur travail. Parce qu'on parle de Manatek al-Dhal, ça c'est Manatek al-Dhal, pied dans l'eau. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Bon courage à vous. Et puis on va continuer à travers notre environnement, nous intéresser à l'environnement et on va voir un sujet signé Rahim Abdelaziz qui s'intéresse bien sûr à notre faune et notre flore. Regardez. L'engagement de l'Algérie pour la protection de l'environnement et la conservation de son patrimoine naturel est indéniable, vu les efforts portant au renforcement du cadre législatif et institutionnel pour la préservation de la biodiversité. Le secteur de la culture est un partenaire fédérateur pour la traduction des efforts consentis par notre pays en faveur de la conservation de notre diversité biologique, notamment celle dont regorgent les wilayas du sud du pays, dans les régions mythiques telles que la Hagar et le Tassili Nadjer, et ce, à travers la mise en place d'un réseau de parcs culturels. Ces parcs reconnus comme des territoires d'exception offrent une combinaison parfaite entre nature et culture. Le protocole innovant, alliant connaissances scientifiques et savoir écologique traditionnel détenus par la population locale, a permis d'enregistrer des résultats remarquables en matière de suivi de faune sauvage, à l'instar de l'observation directe de l'Amayas, guépard saharien, réalisée en mars 2020 dans le parc culturel de la Hagar, ainsi que l'inventaire de diverses espèces d'intérêt à l'exemple du mouflon à manchette et de la gazelle d'Orcas. Des résultats hautement appréciés en faveur de la protection de la biodiversité et de la lutte contre la perte accélérée de ces espèces emblématiques de nos territoires. La présence du guépard saharien, espèce en voie d'extinction, renseigne sur la valeur écologique des habitats naturels de la Hagar, d'où l'urgence de renforcer ce résultat dans une perspective durable permettant le maintien de cette espèce parapluie. Un objectif qui sera traduit par l'élaboration d'un plan pour la conservation du guépard saharien dans les parcs culturels du Tassili Nadjer et de la Hagar. Voilà, c'était donc un sujet de Amina Saïdi. On va continuer sur notre lancée santé, préoccupation aussi de la santé publique avec notre professeur, notre médecin qui est sur le plateau, Aïcha Bouzid. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes donc professeur agrégé en endocrinologie, vous travaillez à l'hôpital de Baïnem, c'est cela? Tout à fait. Et vous êtes venu nous parler donc de cette pathologie qui touche bon nombre donc de personnes, entre autres les femmes beaucoup plus. Donc les troubles de la thyroïde, c'est donc une pathologie qu'on retrouve assez souvent. Et là, vous allez nous parler de cette campagne que vous menez, vous et plein d'autres aussi médecins. Très bien. Alors, si vous permettez, j'aimerais faire une petite introduction de la glande thyroïde. Qu'est-ce que c'est d'abord? La présenter au public. Donc, la glande thyroïde, c'est une petite glande endocrine qui est située à la base du cou
donc la face antérieure. Donc cette glande va sécréter des hormones. Et ces hormones vont agir sur la plupart des organes et des métabolismes. Alors, la glande thyroïde est considérée donc comme un chef d'orchestre et comme un accélérateur du métabolisme de l'organisme. Voilà. Donc, vous voyez que puisqu'elle touche différents organes, donc elle va se traduire par différentes anomalies. Voilà. Donc, les pathologies de la glande thyroïde sont variées et c'est un motif très fréquent de consultation. Par exemple, je vous prends le goitre, c'est un motif fréquent de consultation tous les jours. On a chez la femme d'un certain âge, alors, etc. Les pathologies de la thyroïde touchent tous les âges et les deux sexes. Donc, ça peut toucher la femme comme l'homme, l'enfant, adulte, sujet âgé, toutes les tranches d'âge. Voilà. Et ça touche préférentiellement la femme. Il y a une prédominance féminine. Donc voilà. Alors, concernant les différentes pathologies, on a le goitre. Donc le goitre, c'est quoi? C'est tout simplement une augmentation de la glande thyroïde, augmentation du volume de la glande thyroïde. Alors, ce goitre, on dit qu'il est simple puisqu'il ne s'accorde pas d'anomalie de fonctionnement de la glande thyroïde. Et chez nous, elle est le plus souvent liée à une carence en iode. Voilà. Donc, nous sommes un pays de carence iodée, quoique là, je dirais qu'il y a eu quand même une prophylaxie iodée qui a été instituée depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et donc, voilà. on en avait parlé avec notre médecin, et donc parlé d'ajouter de l'iode dans le sel, ça a été donc une solution qui avait été trouvée pour essayer d'éradiquer et surtout d'endiguer cette pathologie. Alors, je dirais que cette prophylaxie iodée a été instituée très tôt dans notre pays grâce à notre professeur, le défunt Allah yarhamou, monsieur Ben Miloud. Donc c'était dans les années 79. Monsieur Ben Miloud étant une renommée mondiale, il a fait beaucoup de travaux sur le terrain en Algérie, des publications internationales. Bien sûr, sans oublier tous nos aînés, le professeur Chouki dans la région de Betna, Alger, le professeur Lézard, professeur Bachtarzela Yarhama, alors professeur Foudil, je m'excuse si j'ai oublié d'autres, et il y a eu aussi des études très récentes, on va en parler peut-être dans un instant. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi des malformations géantes. Alors on a pu justement réduire ces malformations, après on a eu recours à la chirurgie, aujourd'hui c'est un traitement qu'on donne pour essayer donc de réguler surtout ce dérèglement hormonal. Alors, comme je vous ai dit, si on prend le goitre et l'hypothyroïdie également, la principale cause étant la carence iodée. Donc, le fait d'instituer le sel, comme vous l'avez dit, dans enfin, pas le sel, l'iode dans le sel. Et donc là, on a réglé beaucoup de problèmes de la carence iodée. Et probablement, là, il n'y a pas eu d'études concernant s'il y a eu... Enfin, il y a certaines études, mais pour évaluer si la prophylaxie iodée a donné ses fruits ou pas. Il n'y a pas eu d'études sur tout le territoire. Néanmoins, ce qu'on constate, que ce que vous avez dit, les grandes malformations, les gros goitres qu'on voyait dans les années 70-60, actuellement, on ne les voit plus. On les voit plus. Donc, c'est le fruit déjà de la prophylaxie iodée. Alors, justement, parmi ces prophylaxies, c'est une des démarches qui ont été donc consenties par le ministère de la Santé. D'autres, puisque vous faites des campagnes régulièrement, comment est-ce que vous annoncez, comment est-ce que vous informez autour de ces troubles de la thyroïde? Alors, les campagnes, enfin, je dirais que la consultation, c'est tous les jours, c'est notre pain quotidien. Tous les jours, on voit les malades qui ont des problèmes de goitre, des problèmes d'hypothyroïdie, on va y revenir. Ça, c'est les dysfonctionnements de la thyroïde. Donc, c'est notre travail de tous les jours de sensibiliser les consultants. Mais sur le plan national, on a des campagnes de sensibilisation en partenariat avec certains laboratoires qui nous aident donc à informer. Bien sûr, vous aussi, la presse, vous nous aidez à sensibiliser comme la séance d'aujourd'hui. Il y a quelques temps, nous fêtions la journée mondiale justement de la thyroïde. On en avait parlé avec M. Benachnou qui était là sur notre plateau. Et ça nous informe surtout sur les différentes pathologies liées bien sûr à cette thyroïde. Voilà. Donc il y a eu en 2019, vers la fin, je pense peut-être octobre, il y a eu une journée aussi au niveau de la SAFEX, la foire internationale, une journée de sensibilisation contre tous les cancers et entre autres le cancer de la thyroïde. Donc c'est l'une des pathologies aussi liées, donc pathologies endocriniennes qui peuvent toucher la population. C'est une pathologie qui guérit aussi plus facilement?
Les troubles? Ça dépend de la pathologie, mais en gros, donc il y a un bon pronostic de ces maladies. Pour le cancer, par exemple? Le cancer, oui. Donc le cancer de la thyroïde, il y a différents types de cancers de la thyroïde. Il y a les cancers différentiels de la thyroïde, entre autres, donc principalement qui est le plus fréquent, le cancer papillaire de la thyroïde. Et c'est un cancer de très bon pronostic, à condition qu'il soit bien sûr diagnostiqué et pris en charge à temps. Donc un diagnostic précoce toujours améliore la prise en charge, mais grâce au traitement, donc si je parle du cancer de la thyroïde, le premier traitement, c'est le traitement chirurgical, parce que bon, le plus souvent, le cancer est révélé par un nodule thyroïdien que la personne peut palper, qu'on pourrait juste faire une échographie et tomber sur un nodule. L'exploration donc de ce nodule, entre autres l'échographie et la cytoponction, peut nous faire suspecter un cancer. Alors, après cytoponction, s'il y a une forte suspicion, bien sûr, le traitement, c'est d'enlever cette masse, ce nodule, cette boule au niveau de la thyroïde. Donc, c'est le traitement chirurgical, on enlève cette boule. Et bien sûr, donc, après le traitement chirurgical, comme on a enlevé la glande thyroïde, donc le patient sera en hypothyroïdie. Et donc, c'est l'une des causes d'hypothyroïdie. Ce patient, bien sûr, devrait être traité et traité à vie. On va tout simplement donner un traitement substitutif. On va le remettre sous hormones thyroïdiennes. Voilà, pour éviter certains troubles, certains troubles qui sont lourds au quotidien pour la personne, soit que ce soit des bouffées de chaleur ou bien entendu plein de troubles. On va en parler de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie. Donc je continue juste sur la même lancée pour le cancer de la thyroïde. Alors comme je vous ai dit, donc le traitement principal c'est la chirurgie, donc la thyroïdectomie totale avec un curage parce qu'il y a des ganglions, il faut enlever les ganglions pour éviter une récidive. Et ce traitement sera complété par un autre traitement, c'est ce qu'on appelle l'hérathérapie, c'est le traitement par l'iode radioactif qui a pour but de détruire ce qui reste, même s'il y a des petites cellules qui restent, donc il faut les enlever. Bien sûr, il y a maintenant il y a les cancers qui sont de très bons pronostics, les PT1, qui ne nécessitent même pas d'hérathérapie. Donc auparavant, on donnait tous les malades systématiquement. Ça donne de l'espoir. Et quand vous faites des campagnes comme ça, vous informez autour donc, de ces pathologies et vous informez surtout la population, savoir comment prendre en charge cette pathologie. C'est très important. Tout à fait, tout à fait. Donc le cancer, on leur dit, ça touche la femme comme ça peut toucher l'homme. Il faut quand même, dès que vous sentez une gêne cervicale, vous sentez une masse, une boule dans le cou, vous avez d'autres anomalies, des ganglions, parce que tout ça, c'est des facteurs qui peuvent révéler le cancer. Et il faut consulter et voir un médecin, un spécialiste. Bien sûr, même le généraliste, vous avez vu. Donc, est formé et connaît, et quand il y a un problème, bon, on passe au spécialiste. Et donc le traitement, c'est la chirurgie, l'hérathérapie, je vous ai dit, même certains ne nécessitent même pas parce que c'est tellement de bons pronostics, et là actuellement on parle de surdiagnostic, surtout les micro-cancers qui ont une taille inférieure à 1 cm. On les traite même pas par hérathérapie, le traitement chirurgical suffit, mais à condition que le traitement, de prendre en charge d'abord le traitement médical, parce que c'est un traitement qui va freiner toute récidive. Donc le traitement freinateur par les hormones thyroïdiennes, la lévothyroxine est très important, donc il faut un traitement à vie, et il faut des consultations, bien sûr, un suivi par le médecin, ça c'est impératif. Tout à fait. On va parler aussi du trouble chez les enfants, parce que ça peut créer quelquefois le nanisme, c'est ça, on peut parler donc de mauvaise croissance. Alors j'allais vous parler un peu de l'hyperthyroïdie, mais ça fait rien, on va parler de l'hypothyroïdie. Alors l'hypothyroïdie c'est quoi? C'est une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes. Donc cette insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes peut être liée soit parce que c'est la glande thyroïde qui va sécréter les hormones thyroïdiennes, donc soit c'est la glande thyroïde qui ne fonctionne pas, il y a une anomalie de la glande, soit au niveau de la commande, parce que la thyroïde est contrôlée par une glande endocrine, une glande endocrine située au niveau de la base du crâne qu'on appelle l'hypophyse. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, soit de la thyroïde, on parle d'hypothyroïdie primaire. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de la commande l'hypothalamus ou l'hypophyse, on parle d'hypothyroïdie centrale. Alors, l'hypothyroïdie primaire, donc c'est simple, c'est une insuffisance de production au niveau de la glande thyroïde, on va voir les différentes étiologies, et donc ça va entraîner on va la détecter comment? Bon, il y a l'examen clinique, mais un simple dosage de la TSH va nous dire est-ce que c'est une atteinte au niveau de la glande
ou est-ce qu'une atteinte au niveau hypophysaire. Une hypothyroïdie primaire, c'est une TSH qui est élevée. Ça, c'est sur le plan biologique. Maintenant, sur le plan clinique, quels sont les éléments? Alors, je vous ai dit, voilà. Comment est-ce qu'on doit s'inquiéter, comme ce que les parents peuvent s'inquiéter? Alors, on a parlé que l'hypothyroïdie peut donc atteindre l'enfant ou l'adulte. On va parler de l'hypothyroïdie de l'enfant. Alors, l'hypothyroïdie de l'enfant, je parlerai plutôt de l'hypothyroïdie congénitale. C'est quoi? C'est l'insuffisance en hormones thyroïdiennes dès la naissance. Dès la naissance, l'enfant, il a une hypothyroïdie. Alors, quels sont les signes de cette hypothyroïdie? Bien sûr, c'est juste un petit bref rappel, j'allais dire. Oui. Voilà, donc il faut juste dire que l'enfant, pendant la vie embryonnaire, le fœtus va dépendre des hormones thyroïdiennes de la mère. Pourquoi? Parce que tout simplement, la glande thyroïde n'est pas encore... elle se forme très précocement durant l'embryogénèse. À partir de la 2e semaine, déjà, on commence à voir l'ébauche de la glande thyroïde. Et donc, cette glande n'est fonctionnelle qu'à partir du 1er trimestre. Donc, vous voyez déjà 3 trimestres, l'enfant n'est pas couvert. Il est plutôt sous la dépendance des hormones thyroïdiennes. Donc, s'il y a un problème chez la mère, ça va retentir sur le fœtus. Très bien. Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, l'enfant est né à la naissance, il a une hypothyroïdie. Alors, dans certains pays où le dépistage est systématique, pratiquement, c'est un dépistage systématique et donc on fait systématiquement le diagnostic dès qu'il y a une anomalie parce que le dépistage va permettre le dosage des hormones thyroïdiennes, entre autres, on a parlé de la TSH. Donc, toute élévation de la TSH, je vais vous dire juste comment se fait le dépistage. Alors, le dépistage se fait au 3e jour de vie par un simple prélèvement de sang. D'accord. Et ça se fait automatiquement? Alors, dans certains pays, oui, il y a le dépistage systématique. Chez nous, le dépistage n'est pas actuellement systématique. Néanmoins, on passe rarement devant une hypothyroïdie. Pourquoi? Bon, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il devrait être systématique et c'est très impératif de le faire. Mais chez nous, on fait quand même l'examen clinique à la naissance, donc il se fait parfaitement par les néonates, par les pédiatres, et toute hypothyroïdie est détectée. Et si elle est détectée, elle est envoyée au spécialiste. Donc voilà, si un dépistage est fait systématiquement, on va faire un diagnostic précoce, et donc qui dit diagnostic précoce, c'est un traitement précoce aussi. Il faut juste dire que pourquoi ce diagnostic, pourquoi l'intérêt de ce diagnostic précoce? Parce que tout simplement, le cerveau, les hormones thyroïdiennes, parmi les actions des hormones thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes agissent sur le développement du système nerveux central. Et surtout, donc cette action se fait précocement, dès la vie intra-utérine et les premières années de vie, jusqu'à 3 ans. Il faut surveiller. Tout à fait. Il faut donc surveiller. Ça touche donc les adultes. Ce trouble de la thyroïde fait peur, parce qu'il y aura donc des conséquences si c'est mal pris en charge. Alors, on va rappeler aussi qu'en ce moment, nous vivons une pandémie exceptionnelle, donc on s'inquiète, tout le monde s'inquiète. Les personnes qui ont des maladies chroniques aussi, entre autres les personnes qui ont des troubles de la thyroïde, comment font-elles pour faire face à ce Covid? Est-ce qu'elles sont plus vulnérables? Alors, je vous dirais actuellement que la consultation, que ce soit à Bollorine ou ailleurs, au CPMC, tous les services d'endocrino, Bebloued, Inaja, je pense qu'elle n'a jamais cessé. Donc, on prend en charge nos malades, seulement on essaie de réduire au maximum comme les autres. Réduire, c'est-à-dire dire aux malades, bien sûr, moi personnellement, mon téléphone, mes malades m'appellent. Vous appeler, m'appellent à n'importe quel moment. Bien sûr, je leur dis de ne pas rester confinés quand la pathologie est chronique. C'est une maladie chronique, contrôlée, il vaut mieux rester chez vous. Maintenant, c'est comme tous les autres malades. Ils ont un problème aigu, une pathologie entre autres, ils peuvent venir consulter. Donc, les pathologies qui sont, par exemple, si je prends, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une malade d'un cancer de la thyroïde, elle me dit, est-ce que je viens? Je dis non, vous êtes bien contrôlé, restez chez vous, prenez votre traitement. Maintenant, dès qu'il y aura des confinements, nous, on vous appelle. Donc, on va appeler les malades et on reçoit entre autres des malades. Maintenant, est-ce que les hypothyroïdiens ou les maladies endocriniennes, des patients qui ont ces pathologies sont plus vulnérables? Je dirais c'est comme la population générale. Cependant, il faut dire que certaines, parce que l'étiologie des pathologies thyroïdiennes... Ça dépend.
à côté de la carentiodie, il y a d'autres pathologies auto-immunes. Donc, un malade qui a une hypothyroïdie peut avoir une autre maladie auto-immune, peut être immunodéprimé s'il a un diabète, s'il y a d'autres comorbidités, parce qu'un malade hypothyroïdien ou hyperthyroïdien, il peut avoir comme complications cardiaques. Bien sûr, ça dépend. Voilà, s'il a ces comorbidités, des pathologies associées, l'hypertension, le diabète, là, bien sûr, il est exposé. Et les gestes sont les mêmes comme pour toute population générale. Respecter la distanciation, le port de masque, je ne l'ai pas encore relevé. Et voilà, c'est laver les mains, ça c'est comme toutes les... Donc, j'invite... C'est des gestes aujourd'hui habituels. Il faut qu'on s'habitue à ces gestes barrières au quotidien. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Je rappelle, professeur Aïcha Bouzid, vous êtes donc professeur en endocrinologie au niveau de l'hôpital de Baïnem. C'est cela. Bon courage pour ce que vous faites, parce que vous faites un travail extraordinaire, surtout en ce moment avec cette pandémie. On vous dit merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et donc, je dis à nos malades, dès qu'il y a confinement, ils peuvent consulter, mais ne venez pas en masse. Ceux qui ont des problèmes urgents, vous pouvez consulter. Les autres, on vous appellera, ne vous en faites pas. Très bien. Si on oublie quelqu'un, eh ben, il peut venir par la suite, mais suivez les conseils. Voilà. Donc, suivez les conseils. Et déjà, vous avez suivi les conseils de notre médecin ici présente. Merci beaucoup et bonne chance pour ce que vous faites. Merci. Mais on va rester dans le domaine médical. Restez avec nous. On va suivre un reportage signé Sarah Derbel qui nous fait donc, qui nous montre un petit peu comment se fait la distribution des masques de la pharmacie centrale vers les associations. Regardez, on se retrouve juste après. Près de 7 millions de masques ont été distribués à des associations en charge des personnes vulnérables et de malades chroniques. Une action entreprise par la pharmacie centrale des hôpitaux sous tutelle du ministère de la Santé. Ces dons seront distribués par ces associations dans différentes structures hospitalières au niveau national afin de lutter contre la propagation du Covid-19. les associations تاع les malades تاعنا باش نحميوهم على الكوفيد. ce sont des gens qui sont fragiles. Nous allons distribuer ces masques à toutes nos associations au niveau national. Nous essayerons également de faire de notre mieux afin de donner des masques de protection à un maximum de malades. Et ce n'est qu'une première opération. Nous avons programmé plusieurs autres puisque le ministère de la Santé nous a ouvert les portes de la pharmacie centrale des hôpitaux pour bénéficier de ces bavettes. Le ministère de la Santé veille au grain pour préserver la santé publique, une initiative parmi tant d'autres afin de freiner la Covid-19. De retour sur le plateau, il est bon toujours de s'intéresser à notre santé et surtout revenir à l'histoire. Vous avez été confinés, vous êtes restés chez vous, vous avez eu l'occasion aussi de travailler, de surtout chercher, lire et pourquoi pas s'informer, se divertir. C'est l'occasion. En tout cas, un livre à vous proposer aujourd'hui, vous êtes encore confinés, c'est le livre Le dilemme de l'étranger de Mahmoud Barka qui est parmi nous ce matin, un auteur qui a décidé lui aussi de se prendre en main et de dire voilà, j'ai la possibilité d'écrire et j'écris c'est un devoir de mémoire. Et c'est très important parce qu'il raconte ce qu'a vécu le peuple algérien durant la guerre. En tout cas, avec nous, Mahmoud Barka, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Bienvenue parmi nous, Marc. Merci de votre invitation. Là, c'est le mec, on est très heureux de vous recevoir. Surtout qu'on vous rend hommage aussi à vous en tant que professeur, enseignant. Vous avez formé des générations et des générations. Vous avez consacré toute une vie à l'enseignement, au savoir. Oui. Pour la jeune génération. C'est vrai. Une invitation comme celle-ci, je vous dis carrément, elle a une grande valeur. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Vos élèves vont vous reconnaître aujourd'hui. Inch'Allah, Inch'Allah. 34 ans dans l'enseignement, vous avez enseigné au primaire, au secondaire. Ça c'est pour l'enseignement seulement. Ensuite, vous avez été directeur d'établissement. Oui, l'enseignement s'est passé en, disons, 3 tranches. Il y a une tranche primaire, une tranche dans le moyen, oui, comme enseignant, oui, à la CRE, comme on dit. Tout à fait. Et l'autre partie, j'étais directeur de CEM, parce que c'est comme ça. Moi, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Exactement. Vous avez fait des études et à l'indépendance, vous aviez un diplôme en main qui était un diplôme très reconnu. À l'époque, c'était le certificat d'études, ce fameux certificat d'études. À partir de là, oui. Oui.
Et vous avez répondu présent lorsque l'Algérie a eu besoin de ses enfants pour pouvoir relever le défi et surtout enseigner s'il fallait enseigner, travailler s'il fallait travailler. Vous étiez une petite poignée à avoir reçu une instruction. Oui, c'est vrai, une instruction de base solide. Tout à fait. À l'époque, malgré, c'est vrai, c'était le colonialisme, mais on nous donnait un savoir complet. Hein. Quand on arrivait à 14 ans, certificat d'études, on était prêt à affronter la vie. Exactement. La vie au quotidien. Et ça nous a marqué, nous aussi. Oui. Mais l'indépendance après, c'était nous les pionniers. Il y a ceux qui ont combattu pour nous ramener l'indépendance. Et nous, la jeunesse algérienne, on avait pris le problème en main. Et chacun a fait plus qu'il ne pouvait. Exactement. Je vous assure. C'est pour ça que je vous ai dit, on vous rend hommage. En 62, chacun, là où il est, il prend une responsabilité au-delà de ses possibilités. C'est ça. On était un guichetier, on lui, hop, tu deviens second du chef. Voilà. Et le second du chef, il devient chef, et ainsi de suite. À tous les niveaux. C'était comme ça, parce que le colonialisme avait limité. Tout à fait. On va en parler d'ailleurs. On va tout de suite en parler, puisque vous avez décidé un jour d'écrire, puisque toute votre vie, vous l'avez consacrée aux autres, vous avez enseigné, etc. Et bien entendu, à votre retraite, puisque vous avez été ensuite aussi occupé le poste de maire de l'Qsr à une certaine période. Et bien sûr, après, vous vous êtes dit, pourquoi pas écrire mes mémoires, raconter ce que le peuple algérien a vécu à travers vos propres histoires, à travers les histoires de votre village, qui a beaucoup aussi subi durant la colonisation. Et vous avez décidé, déjà, le déclencheur, ça a été un cadeau, un livre d'histoire qui vous a été offert par votre belle-sœur. Oui, ma belle-sœur, qui vit à Alger, m'a offert un livre d'histoire que je recommande à tous les Algériens, parce que il n'y avait pas beaucoup à l'époque qui ont écrit sur l'Algérie. Et le livre de Charles-André Julien, Charles-André Julien, tout à fait. Alors, c'est un livre... C'est l'histoire de l'Afrique du Nord, des origines 1830. Des origines en 1830. C'est très important. Et c'est vrai, c'est un livre... Bon, j'ai eu l'occasion de lire ce livre, mais je n'avais pas lu. Je l'ai lu un peu, la lecture américaine, au milieu, à la fin, etc. Mais quand elle me l'avait offert, et j'ai vu les dédicaces même de Maïssa Bey, la grande dame, Maïssa Bey, alors ça a fait quelque chose. Mais j'ai toujours essayé d'écrire. On écrit 15 pages, 20 pages, puis on les laisse dans le tiroir. On les déchire. Mais il arrive un moment, il y a un déclencheur, il y a un moment où on a besoin d'écrire. Voilà. Il faut dire ce qu'on a emmagasiné. Tout à fait. Il y a eu un autre déclencheur, c'est celui donc du centenaire du prix Nobel décerné à Albert Camus, cet Algérien qui avait vécu en Algérie. Et vous avez tellement vu d'hommages et de reconnaissance et d'histoires autour d'Albert Camus, vous vous êtes dit, je vais faire ma propre recherche. Et vous avez travaillé, vous avez fait des recherches, vous avez dit, c'est vrai, Albert Camus, c'est un Algérien qui a vécu en Algérie, mais on ne peut pas le considérer comme Algérien totalement. N'est pas Algérien qui veut. Ah, ça c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent lui donner un costume qu'il ne veut même pas porter. Tout à fait. Voilà, le problème est là. Camus, c'est vrai, c'est un Algérien, il est né à Dréane, près d'Annaba. Et il a grandi ici, dans un quartier populeux et populaire de Bellecour. Il a fait ses études. Joli nom, j'aime bien ce nom, Bellecour. Et seulement, il ne s'est pas engagé avec cette jeunesse algérienne. Il se dit, oui, je suis algérien, mais sous le chapeau des Français. Et si on ne veut pas faire confiance à cette jeunesse algérienne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Ils veulent être là, nous gouverner, nous gérer, profiter de ce qu'on a comme bien, comme beau, et seulement, non, on doit vivre toujours sous leur... Et vous reprenez cet extrait qui dit « S'il n'est pas algérien, s'il ne veut pas être algérien,
il est forcément un étranger en Algérie. Et oui, il y a ceux qui disent... C'est le titre de son ouvrage qui a été un best-seller aussi, oui, l'étranger. Parce qu'avant, les mots étrangers, pourquoi? On ne savait pas à qui il adressait ce mot étranger. Est-ce que c'est l'arabe qui l'a tué froidement de 5 balles, ou bien c'est lui-même qui se considère étranger, puisque tout à fait. La France, ils sont venus nous occuper. Oui. Alors, et tout le monde n'ose pas aller jusqu'au bout des choses. Moi, j'ai dit les choses comme je l'ai pensé. Voilà. D'ailleurs, vous lui consacrez tout un chapitre. Albert Camus, toute cette histoire autour, bien sûr, de la guerre et surtout son appartenance. Et bien sûr, ces quiproquos autour donc, de son travail, sur son vécu avec les Algériens. Oui. Alors ensuite, vous allez vers d'autres chapitres. D'autres chapitres qui font mal, parce que ce sont des souvenirs, ce sont aussi du vécu de bon nombre d'Algériens qui ont connu la guerre, qui ont connu la faim, qui ont connu le froid. Et vous racontez l'histoire de votre village. Vous aimez par-dessus tout, votre village, El-Qsr. Oui, à El-Qsr, parce qu'il faut dire, je suis né en 40, il faut dire la chose. Et 40, la 62, l'indépendance, c'était toujours une période de guerre. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale déjà. C'est ça. Et même les Algériens ont payé pour la première, alors que c'est une guerre qui ne les concernait pas. Tout à fait. Et la Deuxième Guerre, la même chose. Pareillement. Elle nous a coûté très cher avec l'affaire de 45, 8 mai 45. Tout à fait. Kharata et d'énormes pertes, d'énormes victimes. 45 000 morts, c'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Alors, et c'était au moment, justement, je passe d'un chapitre à l'autre. On ne va pas tout raconter le livre, mais on va donner envie aux téléspectateurs de prendre votre livre. Donc, je disais donc Camus, c'est vrai, il s'est intéressé à la vie des Algériens. Et ce qui m'a plu le plus, c'est la misère en Kabylie. Oui. Ce passage-là, il va intéresser tous les Algériens. Parce que là, il a été sincère. Il a montré la misère et de ce côté-là, il a payé cher par rapport à ses coreligionnaires, les pieds noirs, qui n'ont pas voulu qu'on montre cette misère. On peut parler aussi de l'instruction. Vous avez consacré beaucoup donc, de textes et d'histoires autour de l'instruction, qui étaient réservés beaucoup plus aux colons, aux Français, et très peu aux Algériens. Oui, c'est Camus qui a dénoncé ça. Justement, c'est pour ça. Il a ces côtés-là, seulement il n'est pas allé jusqu'au bout. Tout à fait. Donc, les colons nous enseignaient pour qu'on comprenne ce qu'ils veulent faire de nous. C'est tout. Quand on demande à Mohamed, va chercher la brouette, il ne va pas lui ramener une pelle ou quelque chose d'autre. Il fallait qu'ils aient un minimum d'instruction pour pouvoir servir et travailler dans des usines et pouvoir travailler dans des champs, etc. Voilà. Alors que les Algériens avaient la possibilité d'aller dans des écoles et des universités. Et justement, le certificat d'études, c'était la limite. Les rares qui pouvaient aller au lycée, et les lycées sont limités. Nous, dans mon village, on était obligé d'aller à Béjaïa, où il y avait le lycée, sinon à Sétif. Et le lycée, ça revenait cher. Je payais un trousseau à l'époque. Un trousseau, costume, souliers, ça coûtait beaucoup d'argent de pouvoir continuer ses études. Vous citez aussi une personne qui était donc un membre de votre famille, qui est arrivé très loin. C'est un proche, on est né dans la même cour. C'est un cousin. C'est ça. Un cousin direct, c'est vrai. Orphelin de père et de mère. Orphelin de père et de mère. Et il a percé, c'est le seul qui a percé dans la famille à l'époque et qui a pu aller accéder jusqu'au bac. Il a eu son probatoire. C'est le probatoire parce qu'à l'époque il y a le probatoire et le bac. Après on donnait le bac. Donc au probatoire, il l'a eu, mais il n'a pas pu continuer. Il voulait travailler. Il est venu sur Alger. Et je vous assure, c'est une dame, une voisine, qui faisait le ménage. À sa tante, à votre tante. Il est venu chez notre tante, qui vivait ici au Tangarin. Donc, parce qu'il faut dire, ma famille, ils étaient algérois.
avant. Mon père est né à Elbia en 1901. Alors, après, bien sûr, la vie, les difficultés de la vie, et surtout mes oncles, au dire des anciens, c'était des durs. Alger, les Algérois, leur père, suite à une affaire très grave, leur père, mon grand-père a ramené ses enfants, sa famille, à Elxer. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour résumer. Mais en fait, ce jeune-là... Ce cousin, c'est la voisine, Mouni, je dis bien son nom à l'époque, Mouni, Madame Mouni, Allah yarhamha bien, comme on dit. Donc, Mouni, qui travaillait, femme de ménage, et le directeur de la Grande Poste, du côté du Télémli, elle a pu en parler à la femme, à sa patronne. Et celle-ci a parlé au directeur. Et ils l'ont engagé au niveau de la Grande Poste. Alors, avec son diplôme, qu'est-ce qu'il a eu comme place? Il était au tri postal à l'intérieur du poste, près de la gare d'Alger. Et c'était quelqu'un de toujours ponctuel, avec toujours bien habillé, les chaussures bien cirées. Dieu lui a donné aussi une physionomie, vraiment, vous allez dire, c'est un Européen, comme on dit. Et c'était un Algérien qui avait aussi aidé le FLN, Voilà, et c'est ça qui l'avait amené à se faire arrêter. Et il a été balancé. À l'époque, il a été sauvagement donc assassiné par la Main Rouge de l'Ouest. Voilà. C'est-à-dire, il a été battu, bien sûr. Ensuite, il a été balancé au-dessus de la rambarde, boulevard Front de Mer, du côté de la rampe Tafora. Et nous, au Bled, c'est un oncle d'Alger qui a téléphoné à mon oncle pour venir le chercher à l'hôpital de Mustapha. C'était horrible. Ça fait partie justement de ces crimes odieux donc, de la colonisation. Toute cette élite algérienne, ces innocents qui ont été donc assassinés. C'est qu'il y en a beaucoup comme ça. Il y a eu beaucoup d'exemples. Et dans ce livre, vous citez beaucoup donc, de chapitres, des souvenirs comme ça. Oui, des souvenirs de votre village. C'est un essai. À l'histoire, une histoire d'amour, une histoire... ce n'est pas un roman, je l'ai désigné comme essai, parce que il s'agit de plusieurs chapitres. Ce qui les rattache, c'est le mot l'étranger. Tout à fait. Pourquoi? Parce que étranger, je voulais parler aussi de nos étrangers. Nous, quand on va en France, les émigrés à l'époque, c'est les émigrés, je dis maintenant, les émigrés du ventre, la faim. Pousser les gens à partir. À travailler, à trouver un emploi. Là-bas pour des salaires difficiles au bout de 3-4 ans, pour revenir, pour cumuler une petite somme et revenir au bled, passer un mois, tout juste un mois, il faut repartir en France. Avant que pour la essayer misère... de travailler. Et tout ceci, vous l'avez vécu, vous et bien d'autres personnes, à travers toute l'Algérie, à travers des souffrances, du vécu, la faim, le froid, comme je l'ai dit, et ces enfants qui avaient pas la possibilité de pouvoir être instruits correctement. Et ça, vous le dénoncez à travers cet ouvrage. J'en connais beaucoup de jeunes, quand à 7h, 7h30, moi je me dirigeais vers l'école, c'était gamins de mon âge qui allaient au chantier, ramasser les sarments, enlever de l'herbe, etc. Tout à fait, très difficile. Et maintenant, quand je les croise jusqu'à présent, il y a un immense respect entre nous. Exactement, tout à fait. Tous ces souvenirs. Alors, vous avez des moments très durs dans votre ouvrage, dans le récit. Il y a des moments de souvenirs où il y a aussi des souvenirs joyeux que vous racontez et qui sont plaisants aussi à lire et à écouter. En tout cas, c'est un livre qu'on recommande à tous les téléspectateurs pour un devoir de mémoire et pour raconter un petit peu ce vécu donc, durant la guerre et surtout votre vécu à travers le village de Qsar que vous chérissez par-dessus tout. Oui, voilà. Je ne le changerai pas pour n'importe quel autre village. Et j'imagine que tous ceux qui vous verront aujourd'hui vous reconnaîtront et seront fiers mieux, bien sûr, de vous suivre. Voilà. Alors, c'est le livre qu'on recommande de M. Mahmoud Barka, Dilemme de l'étranger, en tout cas le dilemme de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et d'avoir fait le déplacement de Bdjaïa
pour notre émission. Non, on ira plus loin s'il le faut. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir. J'aimerais qu'on ait un retour de lecture. J'aime une critique constructive. Très bien. Je la recevrai avec plaisir de n'importe qui. Hein. C'est ça que quelqu'un qui écrit quelque chose. Oui. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme au temps où j'enseignais. Voilà. Hein. Quand on ramasse les copies des élèves, oui. qu'est-ce qu'ils attendent? Même l'élève le plus faible, une petite observation. Sa copie, la correction de sa copie. Oui. Et moi, maintenant, je deviens l'élève. On distribue au lecteur autant que possible. Et on attend le retour bien sûr. pour en tout cas, juger, peser notre travail et notre volonté de faire quelque chose. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et de parler de votre livre et surtout de votre vécu. À très bientôt. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Je ne vous remercierai jamais assez. C'est gentil d'être venu. Parce que c'est vrai, c'est donner l'occasion aux gens de se faire connaître. Tout à fait. Voilà, merci madame, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Eh bien, on continue notre programme. Restez avec nous. Vous allez suivre ensemble un reportage signé Ismaël Belkhaidia qui revient sur la journée de l'artiste. Ça s'est passé du côté de Jijel. Les circonstances particulières dues au coronavirus ont imposé une façon singulière de célébrer la journée de l'artiste à Jijel, où le virtuel a pris le pas sur le réel sans pour autant altérer l'habituel hommage à la famille artistique. Un groupe de jeunes artistes et de créateurs ont contribué avec la direction de la culture de la wilaya de Jijel à réaliser ce programme virtuel qui sera diffusé sur les grandes pages de la wilaya de Jijel. Gala musical, art plastique, poésie et miniature étaient au rendez-vous le temps d'une représentation virtuelle sur le net avec un hommage particulier à Idir. En cette journée nationale des artistes, nous avons réalisé un graffiti de l'artiste qui nous a quitté, Idir. Nous avons aussi ajouté une citation, même si tu n'es plus, ton âme est toujours parmi nous. 2 heures de spectacle diffusés en simultané sur les pages jijiliennes des réseaux sociaux pour une large audience. Sur le plateau du Bonjour d'Algérie, bien, on reste dans la page d'histoire et cette fois-ci on va s'intéresser à une histoire aussi qui a marqué tous les Algériens à travers aussi ce crime culturel qui est donc l'incendie de la bibliothèque universitaire d'Alger. Avec nous Ahmed Grigarsen pour nous en parler. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed, bonjour, bienvenue à vous. On a pour habitude de vous recevoir en tout début d'émission. Aujourd'hui c'est pour clôturer l'émission. On reste dans le domaine histoire avec Monsieur Barka qui a pu nous parler de son vécu et surtout du colonialisme et surtout de ce qu'ont vécu nos Algériens dans leur chair et dans leur... Comme tout le monde sait, l'occupation de l'Algérie a commencé par des incendies avec Bugeaud et elle s'est clôturée avec un grand incendie, l'incendie de la bibliothèque centrale de la fac centrale d'Alger. Tout le monde sait, on vient de commémorer l'acte criminel, c'était le 7 juin 1962, un mois avant l'indépendance. Et voilà, donc c'était quelque chose de barbare, c'était terrible parce que il y a presque 300 000 ouvrages qui sont partis en fumée, on ne sait pas exactement. Et apparemment, ça a caché aussi le vol d'un certain nombre de manuscrits. Apparemment, il y a quelques manuscrits ou les manuscrits qui ont été pris juste avant l'incendie. Donc, on ne sait pas s'ils sont partis dans l'incendie ou s'ils se retrouvent maintenant dans des bibliothèques personnelles. Personnelles, sûrement. Mais il n'y a pas eu que ça. Oui. Donc après, il y a eu une suite. Oui, il y a eu une suite. Et surtout, il faut rappeler que ce n'était pas la première tentative. Il y avait eu au mois d'avril aussi une tentative. C'était à l'administration. Il y a eu plusieurs actions. Donc, on a tué des gens, on a tué aussi des intellectuels. Mouloud Faraoun. Ça, c'est clair. Il y a plein de gens qui ont été tués comme ça par l'OAS. Beaucoup d'institutions plastiquées. Hein. Exactement. Et il y a même le doyen des médersiens qui vient de décéder.
Ami Mohamed Boudouane, sa maison a été plastifiée aussi, parce qu'il était instituteur à l'époque, il nous racontait une fois à Belcourt, donc sa maison a été plastifiée. Donc, et les personnes et les biens, personne n'était en sécurité à l'époque, parce que c'était la fin d'une ère, la fin d'une époque, et les gens n'arrivaient pas à accepter que ce qui ne leur a jamais appartenu ne leur appartiendra jamais. Donc ils devaient quitter, donc ils ont commencé à tout casser. On a un proverbe bien chez nous qui dit donc c'est exactement ça. Ils ont décidé de signer leur départ, c'était la signature. Mais bien sûr, donc les gens à l'époque, les Algériens, donc ils ouvraient une nouvelle ère dans leur vie. Donc c'est le recouvrement de la liberté, c'est le recouvrement de l'indépendance, le renoncement de l'État algérien, il est ressuscité. Donc on devait repartir. Ça c'est une image de l'incendie. Voilà. Ils ont mis énormément de temps à pouvoir reconstruire déjà la bâtisse. Exactement. Pour pouvoir ensuite réaménager jusqu'en décembre pour que ça soit remis doucement. Mais la fourniture de la bibliothèque en ouvrage s'est faite en créant un comité international. Donc, un formidable comité. Voilà, exactement. Donc il y a eu un comité. Là, on voit le lancement d'un timbre pour l'incendie de la bibliothèque centrale. Ça, c'est le timbre algérien, donc le 7 juin 1965. Et le même timbre ou quelque chose de similaire a été vendu dans plusieurs pays pour la collecte d'argent. Donc dans les pays arabes, mais pas que les pays arabes, parce qu'il y a même d'autres pays qui ont contribué. Et le président du comité, celui qui a lancé cette dynamique, c'était le grand monsieur, c'est monsieur livre de l'Algérie, c'est Mahmoud Bouayed. Exactement, ça c'est le timbre algérien. On va voir un timbre libyen et un timbre de la République arabe unie, donc Syrie et Égypte. Donc, il nous a raconté une fois que même le Brésil, à l'époque, avait contribué en faisant des dons de livres pour redoter la bibliothèque. Voilà, ça, c'est le thème libyen, il est un peu... Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était une des plus grandes bibliothèques d'Afrique. Exactement. Et la deuxième européenne, donc de France, hein, c'est cela. Hein. On dit qu'apparemment, ils ont brûlé quelque chose comme 300 000 ouvrages. Peut-être plus, on ne sait pas exactement, peut-être plus. Donc, il y a eu ce comité qui a été instauré juste après l'indépendance, parce que M. Mahmoud Bouayed a été nommé directeur, c'est lui, donc ça c'est le comité, et au milieu on a M. Mahmoud Bouayed, c'est une vieille photo. Donc, Jean Sénac comme secrétaire général. Exactement, il y avait Jean Sénac, et l'autre c'est Robert Barra, je crois. Donc il y a eu tout un mouvement national, international, qui a duré longtemps, qui a duré des années. Voilà, donc, et c'est renflouer un petit peu ce fond de la bibliothèque universitaire. Donc essayer de créer de nouvelles collections pour mettre à la disposition des étudiants, parce qu'on allait ouvrir une université, il fallait qu'il y ait des ouvrages, donc ils ont collecté. Donc, et il faut se poser la question, qui est ce Mahmoud Bouayed qui a été derrière cette dynamique? Donc c'est pour ça qu'on va relier un peu les noms illustres d'Algériens avec un événement aussi catastrophique, aussi barbare que l'incendie d'une bibliothèque. Donc c'est Mahmoud qui était très jeune, il a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale, des bibliothèques municipales et de la lecture publique. Donc pour vous dire l'intention qu'il y avait en septembre 62, après sa nomination, donc dès le début, donc il a été nommé. Lui, il a une formation aussi très mitigé. Donc, il a eu une formation de base traditionnelle, il a fait le Qarawiyyin, puis il a fait l'université. C'était un moderniste, mais ancré dans son identité. Il a fait sa thèse de doctorat sur l'histoire des Vénéziens à Tlemcen. Ça, c'est le livre qui a été tiré de sa thèse de doctorat. Très bien. Et puis, donc, il a été directeur de la Bibliothèque nationale pendant 30 ans, de 62 à 91. Et il y a eu plusieurs, donc il y a eu même des salons de livres, il y a eu des foires, il y a eu plein d'événements, il y a eu des éditions critiques de manuscrits, il y a eu la collecte de manuscrits qui recevait. Et il y a eu un travail aussi de bibliothéconomie, ça c'est un travail sur... ça c'est la bibliographie de la guerre d'Algérie, donc la guerre d'indépendance entre 1919-1954. Il y a d'autres bibliographies aussi, en visuel, en sonore. Et il y a aussi ces livres. Donc il y a le livre qu'il a écrit sur vous pouvez lire le titre carrément. L'extraordinaire avenue d'une copie donc du Mouf Hafs,
Mushaf, d'accord. Du calife Othman en Espagne et au Maghreb, c'est cela. Exactement. Ça, c'est la copie de Mushaf de Sidna Othman qui a traversé les siècles. Donc il y a eu une copie qui est venue ici au Maghreb. Donc elle existait, elle a été en Andalousie, puis au Maghreb. Et elle a fait le tour des dynasties, le tour des capitales. Elle a été à Tlemcen, elle a été à Fès, elle a été à Tunis, elle a été en Andalousie. Et puis à un certain moment, elle a été perdue. Donc il a essayé de retracer. Son fils Kamal a fait une thèse de doctorat en Espagne sur le même sujet. Donc il vient de soutenir, ça fait, je crois, 1 ou 2 ans. C'est un gros livre. Exactement. Donc en 2 langues. Voilà, exactement. Donc là, c'est le livre, ça c'est un livre qui a été, c'est les actes d'une conférence internationale en hommage à Sidi Mahmoud Bouayed, c'est le livre vecteur d'ouverture de la culture islamique. Très bien. Voilà, exactement. Et ça, c'est un numéro spécial juste après son décès qui a été publié par le Majlis Islami Al-A'la. Donc, c'était son ami Cheikh Bouamran. Et tout ça pour vous dire le travail qui a été fait. C'est une carrière énorme. C'est toute une carrière, consacrée justement pour essayer, voilà, c'est le livre, de rattraper ce crime barbare, qui est donc détruire des archives, détruire aussi un fonds qui appartient à un pays qui va continuer à éveiller, qui va continuer à développer la connaissance des Algériens. Et c'était donc... On ne connaît que quelques actes comme ça. On connaît l'incendie de Bagdad avec l'arrivée des Tartares. Donc ils ont brûlé Bagdad avec toutes les bibliothèques qu'il y avait. Et on connaît, je ne sais pas, Sarajevo. Et justement, l'UNESCO a condamné certains actes au niveau des bibliothèques du monde entier qui ont été brûlées, sauf celui-ci. Exactement. Pourquoi ? Parce que l'UNESCO, on sait bien où se trouve l'UNESCO. Le siège de l'UNESCO se trouve à Paris. Il n'a jamais été cité. Voilà, exactement. Donc, c'est un événement qui est passé inaperçu. Il y a même des gens, quelques nostalgiques maintenant, qui reviennent, qui essaient de revenir à une époque. Ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement. En 1837 déjà, quand les Français ont envahi Constantine, ils sont rentrés chez les Ben Feggoun, c'était le mufti de Constantine, et on parle de l'incendie d'une montagne. Donc ils ont mis tous les manuscrits qu'il y avait, tous les livres qu'il y avait, et ils les ont brûlés, tout simplement, juste comme ça. À Tlemcen, c'était la même chose. Et c'était parti pendant la Révolution, quand ils sont rentrés à la maison de Cheikh Mouloud Hafidi. Donc ils ont sorti tous les livres qu'ils ont brûlés. Donc on se demande qu'a pu faire un livre, parce que brûler un livre, qu'est-ce que ça peut apporter? Exactement. Tuer des gens. C'est tout un effort qui a été ensuite relevé, un défi relevé, parce qu'il y a des métiers qui n'existaient pas chez nous, il y a des métiers qui ont été donc aussi relevés, des défis pour la reliure, pour restituer, réparer certains livres. La création de fabriques, de livres, la création de... Il y a plusieurs sociétés qui ont été, comme par exemple la SNED, des compagnies qui ont été créées, c'était juste pour créer la dynamique. Et ce que je déplore le plus, bon, je m'excuse de parler avec le jeu, donc désolé, mais c'est qu'à un certain moment, ils sont arrivés à nous convaincre que nous sommes une société orale, que nos ancêtres n'écrivaient pas, donc ils n'ont pas laissé d'archives. C'est pour justifier leurs crimes. Donc nous ne sommes pas une société orale, nous sommes comme toutes les autres sociétés, ni plus ni moins. Il y a des écrits qui sortent maintenant, on retrouve les écrits d'Algériens dans les bibliothèques, que ce soit au Maroc, en Tunisie, ou bien en Orient, en Égypte. C'est les Algériens qui sont partis, qui sont exilés, qui ont pris leur bibliothèque, le peu qu'ils ont pu, ils ont pris leurs documents, et maintenant on est en train de récupérer. Donc il y a pas mal d'écrits qu'on retrouve du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, et il y a des manuscrits encore bien préservés à analyser, la bibliothèque, à lire, à éditer. Il y a les fameuses khizanates aussi qui existent. Les khizanates privées, donc il y a bien sûr la fameuse khizana de l'Hamel, il y a aussi chez les familles, donc il y a du côté d'Adrar aussi. Donc bien sûr au sud, parce que comme ils étaient éloignés, donc ils ont pu préserver, ils ont été moins infectés par l'occupation française, donc ils ont pu garder un peu plus
les traditions. Ici à Alger, il y avait des familles. Il y avait la famille Qaddoura, c'était une famille de lettrés, de ulama pendant des siècles. Il y avait la famille Ben Ammar, il y avait la famille de l'Qbati, il y avait les Belhfaf. Il y a des gens qui ont conservé la science pendant des siècles. Donc, ils ont hérité de bibliothèques, de legs comme ça, qui étaient immenses. C'est un formidable héritage, donc d'avoir tous ces livres. Cheikh Al-Malik, lui, il était mufti, puis son fils, le petit-fils qui était imam, donc ils ont conservé. Donc, mais tout ça, par la suite, a été perdu. Bon, mais c'est pour dire que il faut que les gens reviennent à l'essentiel. L'essentiel, le vecteur du savoir, c'est le livre, c'est pas une publication sur Internet ou sur Facebook. Oui. Il faut rappeler que justement à l'incendie, parce qu'il y a eu 3 bombes, je pense, 3 bombes qui ont massacré, et donc l'incendie a été très très rapide, et bien sûr comme c'était du papier, du livre, ça brûle très vite. C'est après, bien entendu, certains livres ont été donc récupérés, ont été envoyés au niveau du lycée Aqba. C'est ce qu'on dit. Mais je ne sais pas ce détail, donc je ne connais pas le détail. Ce que je sais que l'extinction des feux a coûté un peu plus cher au livre que le feu lui-même. Parce que le papier, l'eau. L'eau, exactement. Donc ils ont plus perdu. Donc, mais je n'ai pas vu de rapport définitif sur l'incendie. Donc il devrait exister quelque part. Est-ce qu'il y a eu par la suite une sorte d'inventaire, ce qui existait, ce qui a été perdu, on ne sait pas. Et puis, il faut rappeler aussi une anecdote. J'imagine que les bibliothécaires de l'époque ont dû souffrir de voir un tel massacre. Suite à ça, il y a eu une autre tentative. C'est les manuscrits de la Bibliothèque nationale même, de Ouagnouni, qui ont été pris par un groupe de Français. Donc, ils les ont mis quelque part, ils les ont cachés. Et c'est grâce à Sidi Mahmoud Bouayed qui les a sauvés. Il a pris, je ne sais pas qu'on appelle ça, une équipe de policiers, un groupe, et il est parti les chercher. Donc, il a eu l'information. Les manuscrits, ils étaient localisés dans une ville à Bouzaréa. Donc, il a pris des policiers. Donc, ils sont partis. Donc, il est devenu carrément commissaire au général. Donc, il est parti. Il a récupéré les manuscrits. C'est comme ça qu'on a pu garder le fond des manuscrits. Le premier fond, qui est l'ancien fond, c'est Mahmoud Bouayed qui a fait une reçoit pour récupérer le fond des manuscrits. Il l'a fait parce que, vu l'expérience qui a été subie par le fond de la bibliothèque centrale, donc il a dû prendre sa peine entre ses bras et il est parti. Donc ils ont parti armés pour récupérer ses livres. Donc je me rappelle très bien de l'une de ses phrases. Il disait toujours que la bibliothèque, donc en parlant de bibliothèque nationale, reçoit des dons, elle ne donne jamais. Ah bah oui. Elle ne donne jamais de livres, elle ne fait que recevoir. Un hommage à rendre aussi à ce formidable monsieur qui a donc très bien réagi et surtout qui a été à la tête de ce comité international. Donc il faisait partie d'une fratrie et ils étaient 4 frères et une sœur, je crois. Donc l'aîné, c'était Sir Rachid Bouayed, qui était l'un des premiers ophtalmologues algériens. C'est aussi un grand monsieur, peut-être un jour on va parler de sa carrière. Il y a le plus jeune qui est décédé aussi, c'est Abdelatif, je ne l'ai pas connu. Il y a aussi Fadil que j'ai rencontré, Madame Ihdaden, qui a fait partie de son groupe scout. Donc, qui raconte de lui rien que de très belles choses. Donc, je rends aussi hommage à la famille de Sidi Mahmoud Bouayed, en particulier ses enfants et sa femme. Sa femme qui est derrière l'édition de tous ses livres, l'organisation de la conférence pour conserver la mémoire de son mari. Donc, c'est un travail de longue haleine qui mérite encore une fois d'être mis en lumière et davantage surtout informer, davantage donc pouvoir en parler et lui rendre hommage parce que c'est un travail colossal qu'il a pu réaliser à travers la récupération et surtout la prise en charge donc de cette bibliothèque qui était en feu pratiquement et il fallait relever le défi pour pouvoir donc avoir aujourd'hui une belle bibliothèque. Une belle bibliothèque et d'autres bibliothèques et on a maintenant des bibliothèques, des centaines de bibliothèques municipales, c'est grâce à son œuvre. Il faut revenir
à l'origine. C'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, grâce aussi à la technologie, la technicité, on arrive quand même à numériser et préserver au cas où on pourrait avoir d'autres incendies, parce que c'est vrai que c'est du papier et ça peut prendre feu, ça peut prendre l'eau, ça peut aussi s'abîmer. Ces défis aussi, donc il y a aussi les effets des insectes, il y a aussi des champignons qui affectent. Donc c'est un travail, l'entretien du livre coûte très cher, mais ça vaut la peine parce que c'est la mémoire d'un peuple, c'est la mémoire d'une nation. Exactement. Mais en tout cas, bravo pour ce moment d'histoire. Surtout, on revient sur cette date historique, surtout du 7 juin. Ça a été donc commémoré il n'y a pas très longtemps, donc c'est quelques jours. Et pour pouvoir en parler et en même temps relever aussi la mémoire et rendre hommage à Mahmoud Bouayed. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Grigarsen. Un dernier mot? Donc voilà, donc on a eu un monsieur livre, j'espère qu'on aura des monsieur et des madame livres, parce qu'il faut conserver, il faut rester dans la lignée, donc c'est très important. La mémoire, c'est grâce à ces gens qu'on est là, donc c'est tout à fait normal qu'on revenir sur une thématique autour, bien sûr, des mémoires et surtout du livre et des manuscrits qui sont une véritable mémoire aussi, donc d'un pays, que ce soit un patrimoine matériel, c'est matériel, c'est bien préservé. Les actions de ces gens soient effacées, parce que il faut que la civilisation est un cumul, la culture c'est un cumul donc qui vient, c'est des générations qui construisent les uns sur les autres. Il faut conserver la mémoire de ces gens. Et ça a été, en tout cas, ça a été mis en lumière, parce que même Algérie Post lui a consacré, donc la Poste lui a consacré aussi. Mais depuis 65, on n'est pas revenu sur l'événement. Sur cet événement. Les jeunes ne savent pas, les jeunes. Est-ce que les universitaires aujourd'hui sont conscients au niveau de l'université d'Alger? J'ai vu un reportage, je ne vais pas citer, j'ai vu un reportage qui a parlé de l'événement, mais qui n'a pas parlé du comité qui a été créé par la suite. Il n'a pas parlé de Mahmoud Bouayed, ni son action, parce que c'est un travail qui a été fait, c'est une dynamique internationale. C'est une action de titan, parce que c'est des actions et c'est une action internationale qui a été lancée. Donc vous imaginez, il y a des contributions qui viennent de Jakarta jusqu'au Brésil. Et tout ça, donc il faut revenir à l'essentiel. Il ne faut pas que notre égoïsme nous fasse cacher le fadl de certains gens. Donc il faut revenir, exactement. Bravo. En tout cas, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les universitaires algériens n'étaient pas très nombreux, et il fallait quand même résister à travers aussi le savoir, et résister à travers aussi leur engagement. Merci beaucoup, Ahmed Grigarsen. Merci pour ce que vous avez donc présenté ce matin. C'est très intéressant. J'espère que le téléspectateur aussi aura apprécié. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, Inch'Allah, avec bien sûr l'histoire et surtout nos savants algériens et surtout nos chercheurs également. Merci beaucoup, bonne journée. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, le Studio 7, la Régie 7 bien sûr. Et puis on se donne rendez-vous dès demain, 8h, 9h30, ici à la même place et à la même heure. Au revoir.